Écoute. Bonjour et bienvenue. Mon invité aujourd'hui est John Henley, qui est correspondant Europe du Guardian, le grand quotidien de référence britannique. Et on va évidemment parler du Brexit. Bonjour John. Bonjour. Alors donc, on est dans une situation où normalement, le 31 octobre, le Premier ministre Boris Johnson a promis qu'il y aurait une sortie, que le Brexit aurait lieu avec ou sans accord. Et en même temps, le Parlement a adopté une loi qui interdit au Premier ministre de sortir sans accord. Est-ce qu'il y a un duel entre le Parlement et le Premier ministre? Comment cela va se passer? On est un peu perdu, peut-être vous l'êtes vous-même, par rapport, disons, à l'image d'un Parlement britannique tout à fait maître de ses décisions, quand même le premier Parlement du monde. Que va-t-il se passer? Est-ce que l'on peut dire qu'il y a un duel entre les parlementaires et le Premier ministre? Il y a absolument un duel entre les parlementaires et le Premier ministre. D'ailleurs, les parlementaires sont... les députés s'occupent cette semaine même de renforcer cette loi qu'ils ont votée il y a 2 semaines maintenant, qui en fait oblige le Premier ministre, donc Boris Johnson, si il n'y a pas de nouvel accord entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne avant le 19 octobre, donc 2 jours après le prochain Conseil européen. S'il n'y a pas d'accord entre les deux parties avant le 19 octobre, cette nouvelle loi oblige le Premier ministre à demander à Bruxelles un nouveau report, un deuxième, voire troisième report de la date du Brexit, qui est le 31 octobre. Le problème pour Boris Johnson, c'est qu'il a juré à plusieurs reprises qu'il préférerait mourir dans un fossé, je cite, plutôt que demander ce nouveau rapport. Donc, en fait, on voit très mal comment, pour l'instant, comment il va s'en sortir. Il y a plusieurs scénarios possibles, mais c'est très compliqué. Parce que la loi est la loi, y compris en Grande-Bretagne, et donc s'il ne respecte pas cette loi votée par le Parlement, il y a une sanction qui est très dissuasive. Il y a absolument une sanction. Il pourrait... le cas le plus extrême, oui, ça fait, s'il ne respecte pas cette loi, il finira sans doute devant la justice, probablement à la fin devant la Cour suprême, et il risque effectivement la prison. Ce qui est quand même assez, fort de café quand même, qu'un Premier ministre britannique qui pourrait aller en prison. Mais en même temps, si l'Union européenne, commence un peu à être agacée des tergiversations britanniques, si l'Union européenne dit non, on ne vous donne pas un nouveau délai parce qu'on en a déjà donné, que ça ne change jamais, etc. Quels sont là du coup par rapport, si Boris Johnson, pour éviter la prison, accepte de demander un nouveau délai, est-ce que l'Union européenne pourrait dire non? Et dans ce cas-là, quels seraient les scénarios? L'Union européenne a dit souvent, depuis le dernier délai, le dernier report, les 27 et la Commission ont répété plusieurs reprises qu'ils seraient prêts à accorder un nouveau report si la situation en Grande-Bretagne change. C'est-à-dire que surtout s'il y avait un nouveau gouvernement ou des élections ou un deuxième référendum. Il y a personne, je pense qu'on peut le dire avec confiance, il y a personne parmi les 27 qui voudrait empêcher un nouveau report si le gouvernement britannique le demande. L'Union européenne va souffrir aussi d'un no deal Brexit, bien moins que la Grande-Bretagne, mais il y aura des conséquences considérables pour toute l'Union européenne. Qu'est-ce qui motive Boris Johnson, puisque tout le monde annonce quand même, on peut faire des promesses démagogiques, mais sans y croire soi-même. Donc il y a quand même un très large consensus pour dire que le Brexit et le no deal seraient une catastrophe pour le Royaume-Uni, serait très gênant pour l'Union européenne. Qu'est-ce qui motive Boris Johnson de
de s'enfermer à ce point-là. C'est le biographe de Churchill. Churchill avait dit, quand on est au fond du trou, il faut arrêter de creuser. Et là, on a l'impression que Boris Johnson, il va à double pelletée. Boris Johnson, il veut mettre en œuvre le Brexit. Il veut le faire coûte que coûte, à n'importe quel prix. Je ne suis pas sûr. Johnson, c'est quand même un homme intelligent. Hein. Il reconnaît, j'en suis sûr, les dangers et les risques d'un no deal, mais il est convaincu politiquement qu'il doit absolument mettre en œuvre le Brexit, et il est convaincu aussi que pour maintenir la pression sur l'Union européenne, il était obligé d'insister sur le fait que la Grande-Bretagne était prête à partir sans accord. Mais au départ, cette menace de partir sans accord, c'était pour obtenir des avantages supplémentaires de l'Union européenne. C'était la stratégie de Theresa May pour dire, si je fais planer la menace d'un no deal, j'aurai des concessions supplémentaires, ce qui n'a pas été le cas. C'est une stratégie qui n'a jamais vraiment marché et qui n'a pas été très bien réfléchie à mon avis, parce que ça revient à dire vous me donnez ce que je demande ou je vais me tirer une balle dans la tête, ce qui n'est pas une stratégie très forte de négociation. Non, en fait, ce qu'il cherche surtout, Boris Johnson, et c'est toujours le cas avec Boris Johnson et avec pas mal d'hommes et de femmes politiques d'ailleurs, il cherche son propre avantage, il cherche il regarde sa carrière et ses ambitions. Ce qui est extraordinaire en ce moment, c'est que en même temps que de passer une loi qui oblige Johnson donc de demander un nouveau report, les députés ont aussi passé ou refusé de lui accorder sa demande pour de nouvelles élections. Ce qu'il cherche, en fin de compte, Johnson, ce sont de nouvelles élections. Il veut renforcer sa position, ce qu'il ferait sans doute. Tous les sondages en ce moment donnent son parti conservateur en tête, avec une avance entre 12 et 15 points sur le parti travailliste. Donc il veut arriver aux nouvelles élections pour garantir sa place, pour pouvoir rester à numéro 10 Downing Street pendant encore 5 ans, et pour pouvoir mettre en œuvre le Brexit. Alors, quand j'étais étudiant en droit, j'avais appris que le Parlement britannique pouvait tout faire sauf changer un homme en cheval. Là, on a l'impression que le Parlement britannique, il est à la fois... Donc, Boris Johnson pourrait gagner les élections, mais sa majorité s'oppose à lui, puisqu'il y a forcément des députés conservateurs qui ont voté cette loi qui interdit le no deal. Absolument, mais ce qu'on imagine... Avec des expulsions du parti Absolument, conservateur. il a expulsé 21 membres de son parti qui ont voté contre lui, et pas les moindres. Hein. Il a évicté, il a viré le petit-fils de Winston Churchill, dont il se réclame en permanence. Deux anciens chanceliers de l'échiquier, donc ministre des Finances, vraiment les éléphants du Parti conservateur. Mais ce qu'on imagine, ce que c'est un craint en fait, c'est que tout ça c'est un jeu de politique interne pour Boris Johnson, qui se sert en fait du Brexit pour pouvoir provoquer, déclencher de nouvelles élections et renforcer sa position. Et il est très possible que c'est comme ça qu'on peut expliquer, par exemple, sa nouvelle offre à l'Union européenne qu'il a fait la semaine dernière, qui a déjà été refusée par les Européens, parce que ça risque l'accord de paix en Irlande, ça ne protège pas le marché unique, etc., etc. Donc plein de raisons, les Européens ont refusé. Mais c'est un projet, c'est un plan, c'est une série de propositions qui, pour la première fois depuis 2 ans, commence à assembler une majorité, un certain soutien à l'intérieur ou dans le Parlement britannique. Pour la première fois, les Brexiteurs les plus
pur et dur, ce qu'on appelle the European Research Group. Donc Jacob Rees-Mogg et toute sa bande, les Brexiteurs les plus purs et durs, les unionistes de l'Irlande du Nord, le DUP, sur lesquels Theresa May comptait complètement pour sa majorité pendant son mandat, ils sont derrière Johnson pour la première fois. Et on est dans une situation un peu bizarre parce que pendant 2 ans, voire 3 ans, on avait une situation où le deal développé et finalement signé avec Theresa May, entre Theresa May et les Européens avait évidemment l'accord des Européens, mais pas l'accord du Parlement britannique. Et maintenant, la situation a été renversée. Une proposition de Boris Johnson a visiblement le soutien du Parlement britannique, mais a été rejetée par les Européens. Et alors, la situation se dégrade également en termes de climat, parce qu'il y a de plus en plus de violences verbales, mais aussi physiques. Il faut se rappeler quand même qu'une députée a été assassinée au nom de son opposition au Brexit. Est-ce que vous, qui êtes un citoyen britannique, est-ce que vous n'assistez pas de façon assez angoissée à une dégradation du climat politique au Royaume-Uni, avec des violences possibles qui ne seraient pas forcément que verbales? Mais déjà, les violences verbales ne font quand même pas partie de la tradition britannique, où les débats sont plutôt feutrés, corrosifs par l'humour, mais pas au niveau des insultes que l'on entend aujourd'hui. Oui, c'est vrai que le climat politique s'est considérablement dégradé. Je ne suis pas sûr que je suis d'accord que le débat politique est particulièrement feutré en Grande-Bretagne. Moi, je pense très souvent au design, à la topographie de la Chambre des communes. Si on regarde dans la France, par exemple, et dans beaucoup de pays en Europe, le Parlement, c'est un hémicycle. En France, en Grande-Bretagne et à Londres, les 2 partis principaux sont opposés, littéralement, physiquement. Est-ce qu'auparavant, c'était pas justement... Ça encourage le conflit, et ça empêche les concessions et les compromis. Et c'est ça l'un des grands problèmes du Brexit, que c'est parce qu'on a ce système très particulier, on n'a pas de système à la proportionnelle, on a les 2 grands partis traditionnels, les conservateurs et les travaillistes, et se sont tous les deux emparés du Brexit comme un sujet de politique interne. C'est-à-dire que le Parti travailliste ne pouvait jamais être d'accord avec les propositions du Parti conservateur, parce que c'était le Parti conservateur, il fallait coûte que coûte opposer. Et c'est en grande partie pour ça que le Brexit n'a pas pu aboutir. Je suis sûr que dans un pays comme par exemple comme le Danemark ou les Pays-Bas, où les députés, le Parlement a l'habitude de former des coalitions, de faire des compromis, de faire des concessions, on aurait pu trouver une solution. Ce n'est pas été le cas en Grande-Bretagne, et le débat s'est vraiment envenimé. On peut vraiment parler maintenant d'un pays, sinon déchiré, au moins vraiment profondément divisé par cette question du Brexit. Il y a une chose qui est juste un petit exemple qui m'a frappé. Il y avait un sondage il y a 2-3 semaines. Une des questions, c'était et c'était destiné aux parents, à la génération 50+, 50 ans et plus, les têtes de famille, etc., chefs de famille, etc. La question c'était comment vous sentirez si l'un de vos enfants voulait se marier avec quelqu'un d'une famille, un partenaire d'une famille qui avait voté dans l'autre sens dans le référendum de 2016. Et plus que la moitié des gens qui ont répondu ont dit oui, moi je me sentirais personnellement très ou extrêmement blessé, malcontent, malheureux. C'est un clivage qui va durer des générations. Des amis universitaires britanniques me disent que leurs étudiants sont catastrophés et que ils disent on nous vole notre avenir.
C'est le cas. Ils ont absolument raison. Quand la nouvelle ministre des Affaires ou ministre de l'Intérieur, Priti Patel, devant le congrès du Parti conservateur la semaine dernière, a dit on mettra une fin à la libre circulation des gens. Tout le monde a applaudi. Ce qu'elle n'a pas dit, c'est qu'elle mettra aussi une fin à la libre circulation des Britanniques sur le continent européen. La fin du droit des Anglais d'étudier, d'aimer, de travailler, de s'installer automatiquement dans les pays de l'Union européenne. Parmi aussi les difficultés, il y a la question irlandaise, et on avait quand même parvenu par le génie quand même du compromis justement à trouver un accord qui avait mis fin aux violences en Irlande, et les craintes c'est qu'elles reprennent parce que là encore les demandes britanniques et européennes sont incompatibles. Absolument. Et c'est là où on est absolument en ce moment, cette semaine. Cette semaine risque d'être vraiment décisive. Je pense qu'on peut le dire. Emmanuel Macron a dit ce week-end à Boris Johnson qu'il fallait qu'il revienne avec de nouvelles propositions avant la fin de la semaine afin que ça puisse être discuté et un accord éventuel trouvé avant le prochain Conseil européen 17-18 octobre. Le problème de l'Irlande, c'est où se concrétise tous les problèmes un peu du Brexit. Comme vous le dites, il faut absolument maintenir la paix, mais c'est aussi évidemment la frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande. Pouvez-vous expliquer aux auditeurs quel est le problème de la frontière en Irlande justement? Voilà, la frontière. La frontière entre l'Irlande du Nord et la République de l'Irlande deviendra automatiquement, après le Brexit, la seule frontière terrestre entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. C'est-à-dire que tous les produits qui traversent ces frontières doivent forcément être sujets au contrôle douanier et autres. Et comme Boris Johnson insiste pour que c'est son nouveau projet pour remplacer le fameux backstop, comme il insiste pour que l'Irlande du Nord reste dans la même territoire douanière que la Grande-Bretagne, il doit forcément avoir des contrôles. C'est obligatoire. Il n'y a pas d'exemple nulle part dans le monde où deux pays limitrophes dans de différents systèmes douaniers où il n'y a pas de contrôle. Et le problème, évidemment, avec cette frontière en particulier, c'est que elle a été pendant des décennies la scène d'un conflit vraiment sanglant. Je veux dire, les différences, les troubles, comme on les appelle en anglais, les troubles ont coûté la vie à 3000 personnes. Et c'est en grande partie l'existence de cette frontière, l'existence de ces postes de contrôle, etc., les checkpoints, qui ont attisé le feu, qui ont exagéré, poussé le conflit. Donc, personne ne veut revenir à ça. Et c'est un peu dommage. J'ai interviewé dans le cadre du Festival du Monde ce week-end Michel Barnier, qui était très très clair sur ça. Mais l'une des questions que je lui ai posées, c'était est-ce qu'il n'est pas un problème politique pour les Européens et pour les Britanniques d'ailleurs, que le cœur du problème du Brexit est quelque chose d'aussi technique. Cette question de douane et de contrôle et de standards et de normes et de règles et tout ça, c'est très très technique. Beaucoup de gens ne le comprennent pas. Et Barnier, il avait une très bonne réponse. Il a dit mais écoutez, la paix sur l'île de l'Irlande, ce n'est pas une question technique. La protection des consommateurs européens, des produits qui ne répondent pas à nos normes et qui pouvaient passer cette frontière, entrer dans l'Irlande, la République de l'Irlande et donc dans l'Union européenne, ce n'est pas une question technique. C'est ça qu'on essaie de protéger et de préserver.
Boris Johnson semble espérer beaucoup, une fois qu'il aura rompu les liens avec l'Europe, de prendre le grand large et d'avoir une nouvelle union avec les États-Unis. Est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même de déception? Est-ce qu'il ne s'illusionne pas un peu sur les avantages que Donald Trump pourrait lui donner, et au nom de quoi Trump donnerait des avantages au Royaume-Uni qu'il ne donne pas aux autres? Ça m'a toujours troublé cette question. Je vois difficilement comment on peut attendre d'un président américain dont le slogan était America First, donc les États-Unis d'abord, qui fasse des concessions envers la Grande-Bretagne. Écoutez, oui, c'est vrai que les Brexiteurs, ils comptent beaucoup sur ça, mais ils comptent aussi beaucoup sur les accords de libre-échange avec d'autres pays partout dans le monde, l'ancien Commonwealth par exemple. Malheureusement, le fait est que, et une grande majorité des économistes l'ont dit, après avoir étudié la question, ces accords-là, historiquement, même si on est entré dans une nouvelle ère numérique, etc., il y a d'autres formes d'échange, mais historiquement, et c'est toujours le cas, on fait du commerce avec ses voisins. Et ces nouveaux accords de libre-échange avec, par exemple, l'Australie, les États-Unis, la Chine, l'Inde, si la Grande-Bretagne, qui aura beaucoup moins de puissance et beaucoup moins de poids après le Brexit, arrive à négocier des accords de libre-échange qui lui sont favorables, ça ne va pas compenser la perte ça ne va pas compenser le fait de ne plus avoir ce qu'on appelle le frictionless trade avec commerce sans friction. Surtout qu'on est quand même normalement plus faible seul qu'à 28. Et bien évidemment, mais c'est une question, pour moi, encore un exemple du manque de réalisme des Brexiteurs. Juste après le référendum, encore un sondage, mais c'était tout aussi révélateur. On avait demandé quelles devaient être les priorités du gouvernement May après on avait donné une liste de choix possibles après le référendum, et l'un des choix possibles c'était de négocier et signer un accord de libre-échange avec l'Australie. 40% des gens qui avaient voté pour le Brexit trouvaient que signer un nouvel accord de libre-échange avec l'Australie devrait être priorité numéro 1 ou 2 du nouveau gouvernement. Le commerce entre l'Australie et la Grande-Bretagne, c'est 0,2% du PNB britannique. C'est totalement, je veux dire, ça n'a aucune conséquence. Alors, mais c'était le but pour les Brexiteurs. Dernière question, John Henley, pour finir, quelque chose qui est un peu étonnant et qui n'est peut-être pas encore suffisamment remarqué, c'est que donc à la fois le Royaume-Uni veut quitter l'Union européenne et en même temps sur un point essentiel, l'accord nucléaire iranien, le Royaume-Uni reste très ferme avec l'Allemagne et la France, et même Boris Johnson contre les États-Unis. Il est rare quand même dans l'histoire stratégique, on l'a vu en 2003, que Londres s'oppose sur une question qui est jugée majeure par Washington, que Londres s'oppose à Washington. Comment expliquer cette anomalie finalement? C'est vrai que c'est une anomalie et c'est l'une sympathique. Voilà, sympathique, complètement. Mais c'est l'une des multiples ironies du Brexit. C'est-à-dire que je pense que la Grande-Bretagne reconnaît implicitement dans toute cette affaire son besoin absolu de rester européen. Et de rester à côté de ses partenaires européens. C'est très étrange, mais ça va vraiment compliquer les affaires après le Brexit, mais comme vous le dites, dans ce monde où on est de moins en c'est clair qu'on est on a moins de poids, on pèse moins quand on est seul, il y a bien des domaines, notamment la sécurité, où la Grande-Bretagne sera forcée et reconnaît de fait
que ses intérêts sont plutôt avec les Européens qu'avec les Américains. Merci John Henley. Je rappelle que vous êtes correspondant pour l'Europe du Guardian, qui est le quotidien de référence que l'on peut retrouver sur le web. On peut aussi y souscrire d'ailleurs. Et donc merci de nous permettre d'y voir un peu plus clair et d'avoir dispersé un peu du brouillard qui sépare par le Channel le Royaume-Uni et la France. Merci.